Mesdames, Messieurs, bonjour. Arsène Séverin et moi-même, mon excellent confrère qui gère la chaîne web, une web TV, canal Fuso Diffusion, avec une émission à succès poker, avons donc le plaisir de recevoir Monsieur Jean-Darc Donyama Mokoko. Je rappelle que vous êtes économiste, financier, planificateur, et ces jours-ci, vous brillez de mille feux sur le plan de l'écriture parce que vous avez d'abord sorti, il faut le reconnaître, votre premier ouvrage en février dernier. C'est Les finances publiques, la loi organique relative aux lois des finances, c'est-à-dire la LOLF, en République du Congo. Et puis, une deuxième publication, cette fois à succès sur les réseaux sociaux et dans les milieux tout à fait intellectuels, c'est l'Umbongi pour la mise en garde du nouveau cadre de modernisation de l'action publique et du développement. Et puis, vous n'êtes pas arrêté là, puisque vous vous êtes fendu d'une autre publication, toujours à succès aussi, c'est consolider la démocratie représentative par l'intégration de la démocratie participative dans le processus de prise de décision en République du Congo. Et puis, la bête no list, hein, vous êtes vraiment, il faut le dire, assez prolifique, c'est la dernière publication cette fois-ci pour les politiques publiques plus efficaces du Congo, l'urgence d'une approche holistique. Alors, Monsieur Jean-Darc Donyama Mokoko, qu'est-ce qui explique cette lancée sur le terrain de la production de la littérature économique? Est-ce tenant compte de la situation économique que nous vivons, ou alors tout simplement le fait pour quelqu'un de mettre à disposition ses connaissances? Merci d'abord de me recevoir sur ce plateau. Deux choses. La première, la réforme que le gouvernement a engagée sur les finances publiques. Et deuxième chose, justement, la situation économique de notre pays. En ce qui concerne, pour la première des choses, la réforme sur les finances publiques, ce qu'on appelle la LOLF, qui fait l'objet de cet ouvrage, est une très grande réforme. Elle va changer nos habitudes administratives, parce qu'elle va demander à ce que nous allons beaucoup plus loin que la loi organique elle-même. Elle va demander à ce que nous puissions faire des réformes de l'État, des réformes de l'action publique. En ce qui concerne les réformes de l'État, changer quelques structures de l'État. En ce qui concerne les réformes de l'action publique, changer la manière de gérer, de changer la manière que l'État doit mener les actions au quotidien, c'est-à-dire comment rendre service dorénavant aux Congolais. Vous êtes aussi dans cette inspiration, M. Mokoko, pas seulement un peu économique, mais vous êtes aussi assez politique. On vous voit réclamer assez de places dans votre livre, assez de places pour ceux qui ne sont pas trop concernés dans les décisions, pour les ramener à travers donc la thématique de la démocratie participative. Vous pensez que ce n'est pas déjà assez suffisant ce qui se fait dans les pays? Vous abordez un sujet très important, je dirais même capital. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme dans la plupart des pays africains, la politique est centralisée. Vous avez les institutions qui fonctionnent normalement, mais la relation entre les institutions et les citoyens n'a jamais été établie dans nos pays. Je pense que nous avons hérité à peu près de ce que les colons avaient laissé. Des États centralisés, jacobins, comme on dit en France, de jacobinisme, fait de telle sorte que l'État, parfois, il y a un rapport qui est décalé entre les dirigeants, les institutions et les citoyens. Raison pour laquelle je pensais qu'il fallait faire un pont, il faut qu'il y ait un pont. Le pont qu'on appelle, j'ai proposé deux choses. Premièrement, la mise en agenda. La mise en agenda des politiques publiques, c'est-à-dire une initiative qui permet de retenir des sujets importants. Pas tous les sujets, quelques sujets importants qui concernent la cité, la vie à la cité. Donc on peut consulter les citoyens, on peut consulter les journalistes. Les journalistes ont un rôle important à jouer, les médias ont un rôle important, les jeunes, et donc tous les citoyens. On a des procès d'université, vous savez aujourd'hui dans les universités, il y a des laboratoires qui peuvent produire
des très bons rapports. Donc, il n'appartient pas seulement aux politiques de réfléchir sur tous les sujets qui concernent la vie en société. Donc, il faut laisser aussi une partie aux citoyens de pouvoir également participer, c'est-à-dire aider justement à la construction de notre pays. Ça ne doit pas seulement rester quelque chose qui va être réservé aux politiques. Deuxième chose, la participation citoyenne. Ça, c'est maintenant en aval. Il s'agit de quoi? Quand le politique veut construire entre une école ou un terrain de football, il consulte. Si les habitants de la zone pensent qu'ils ont assez d'écoles, ils vont peut-être préférer un terrain de football. C'est seulement ça. Mais la dernière décision revient aux politiques. Donc le politique ne perd pas la main. Le député continuera à voter les lois. Monsieur de mon confrère Alphonse va dérouler l'émission, mais c'est peut-être une question que se pose tout le monde. Dans un pays où on lit de moins en moins, pourquoi vous avez pensé consigner toutes ces idées dans les livres? Alors, d'abord, vous appelez ça une élite? Vous avez choisi non, votre absolument cycle? pas. Même si on lit de moins en moins, nous n'allons pas faire comme nos grands-parents, qui avaient peut-être la plus grande intelligence du monde, mais quand ils sont partis, ils nous ont rien laissé. Vous voyez? Donc aujourd'hui, même si je dois venir, c'est la raison pour laquelle je suis sur les plateaux, je vais dans les écoles pour expliquer. Donc je ne me suis pas contenté d'écrire. Donc je vais sur le terrain d'expliquer au fur et à mesure aux étudiants. Mais le livre est important parce qu'il reste. Il reste et tout le monde peut l'utiliser demain après demain. En réalité, quand vous avez déjà écrit, ça ne vous appartient plus. Donc, cette intelligence qu'on a partagée, et dont chacun de nous peut en bénéficier. Donc, on change un peu, on évolue un peu par rapport à nos traditions, à notre culture, à la façon de faire. Vous voyez, aujourd'hui, dans les pays développés, on étudie encore des Keynes, des Victor Hugo, parce que justement, ils ont écrit, ils ont laissé des traces. Mais chez nous, nous avons la tradition que nous sommes en train aujourd'hui de négliger nous-mêmes et commence à disparaître même. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, parce que ça ferait l'objet peut-être de notre discussion de tout à l'heure. Il faut que ces informations-là soient actualisées. Mais comment on l'actualise? Avec les livres, avec les publications. Voilà la raison principale. Alors, Monsieur Jean d'Arc, si on essaie de contextualiser, tenant compte de la situation de sous-développement que nous vivons, qu'est-ce que la LOLF que vous avez justement inscrite dans votre premier ouvrage, qu'est-ce que la LOLF va concrètement apporter comme solution pour qu'on sorte des difficultés auxquelles on est confronté? Je vais donner une réponse simple. Avant la LOLF, nous avons ce qu'on appelle le budget de moyens. Qu'est-ce que c'est le budget de moyens? C'est un budget qu'on élaborait à partir des besoins exprimés par les sectoriels. Ces besoins n'avaient pas, au bout de compte, les indicateurs de résultats. Il n'y avait pas l'obligation de la performance. Et c'était, je dirais, de manière un peu caricaturale, une liste de courses. Vous voyez, une liste de courses. Et justement, la notion de redevabilité n'était pas mise en avant. Qu'est-ce que la LOLF va apporter? Je vais prendre juste un cas. Les budgets programmes. Qu'est-ce que les budgets programmes? Dans le budget programme, on a principalement trois choses. La première, les politiques publiques. Donc, on fait le lien entre les politiques publiques et le budget. C'est pas ce qui se faisait avant. Il y avait un décalage. L'articulation n'était pas toujours bien faite. Donc, on a des politiques publiques. Qu'est-ce qu'une politique publique? La politique publique, ce sont justement toutes les décisions qui permettent de résoudre des problèmes dans la société. Première des choses. Vous avez la gestion axée sur les résultats. Donc, la gare. La gare, mais ça change fondamentalement notre façon de gérer les affaires publiques. Que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les politiques, ça change complètement la façon de gérer l'administration publique. Puisqu'il y a des indicateurs de résultats. Donc, on demande à chaque fonctionnaire de travailler, mais derrière, il y a quand même une obligation de résultat qui est derrière. Donc, à partir des indicateurs, on arrive à mesurer la performance de l'activité administrative.
Et dernier élément, le troisième, ce sont des crédits affectés pour financer les politiques publiques et la gestion axée sur les résultats. Voyez-vous, ça forme un tout. Si on n'avait jamais eu ça dans notre pays. Et justement, ça fait l'objet du troisième article que vous avez soulevé tout à l'heure, quand je parle de politique holistique. C'est-à-dire, le fait d'avoir voté la loi organique nous oblige à travailler ensemble. C'est-à-dire à sortir de l'approche îlot que vous avez. Bien entendu. Voilà, que vous avez En évoqué silo. dans- L'approche en silo. l'approche en silo. Qu'est-ce que c'est l'approche en silo? C'est ce qui se passe actuellement dans les ministères. Si vous faites attention, vous verrez que chaque ministère élabore ce qu'on appelle sa politique ministérielle, qui est parfois en contradiction avec un autre ministère. C'est-à-dire que ce n'est pas une politique transversale. Non, il n'y a pas de politique transversale chez nous. Nous n'avons pas de politique transversale. La LOLF a prévu de façon implicite la transversalité. Et je précise une chose, mais le programme tel qu'ils sont élaborés dans le ministère ne sont pas transversaux. Les programmes ne sont pas transversaux. Raison pour laquelle je proposais que de l'aller refaire encore des textes. Il existe dans notre Constitution une disposition qu'on appelle les lois de programmation. On pouvait utiliser ces lois de programmation pour permettre justement de faire la transversalité des différentes politiques publiques. Donc, au moment où on élabore des politiques publiques, selon l'approche holistique, et la réduction budgétaire ou financière, on l'a fait à partir de la loi de programmation. Voilà. Pour être un peu plus pratique pour ceux qui nous suivent, quand vous parlez d'une approche en silo, alors, ça veut dire quoi? Prenons le cas du ministère, par exemple, de la Santé. Comment ça se passe concrètement? Voilà, concrètement, le ministère de la Santé. Aujourd'hui, c'est le ministère de la Santé qui élabore des politiques de santé publique. On est d'accord. Bon. Pour mettre en place une politique de santé publique, vous conviendrez avec moi, il faut faire intervenir le ministère de l'Éducation. Il faut faire intervenir le ministère du Sport. Pourquoi? Parce que la santé, ça demande une pratique de sport. La santé, ça demande une éducation. Dans les autres pays, ils ont ces cours-là. À partir du bas âge, les enfants apprennent à prendre soin de leur corps. Voilà. Et si ces politiques-là ne sont pas ensemble, il va y avoir un décalage dans les résultats. Puisque le ministère de l'Éducation et le ministère du Sport ne sont pas au courant de ce qui se fait dans le ministère de la Santé, il va y avoir des décalages sur les résultats, sur le bénéfice que doit apporter les politiques de santé. Voilà à peu près ce décalage que je souhaite corriger pour que nous ayons une vue d'ensemble pour plus d'efficacité. Parce que la dépense publique doit être efficace. Vous savez, nous sommes dans un pays où nous n'avons pas beaucoup de richesses. Nous n'avons pas beaucoup de richesses. Dans le peu de ressources que nous avons, il faut bien étudier. Pourtant, on dit que le Congo est un pays très riche. C'est relatif. Hein. Vous n'allez pas nous comparer à un pays comme la France. Très riche pour qui? Pour nous, les pays africains, vous savez, le pays du Congo est de combien? Très riche pour qui? Nous sommes un pays encore sous-développé. N'ayez pas l'illusion du pétrole. Tout le monde parle du pétrole, mais le pétrole chez nous, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Avant de repasser la parole à Arsène, est-ce que, lorsque vous parlez de l'approche en silo, est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher le fait que, quand même, un gouvernement est bien structuré avec à sa tête un Premier ministre qui, justement, joue le rôle de coordonnateur? Non, ça n'a rien à voir. La coordination, il peut y avoir des réunions interministérielles, ça, il n'y a pas de problème. Ça n'a rien à voir, ça. C'est dans la conception de politique publique. Dans la conception. Dans la conception de politique publique, c'est là qu'il faut regarder l'approche holistique. J'ai même un article que je suis en train de préparer, justement pour... D'accord. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que dans la conception de politique publique, il faut qu'on dégage ce qu'on appelle les synergies, positives ou négatives, justement. Au moment qu'on élabore les politiques publiques, pour regarder est-ce qu'il n'y a pas de contradictions dans ce que nous sommes en train de faire. Les actions, on se repartit les actions. Nous sommes trois. Monsieur Sévérin fait telle action, vous faites telle action, moi je fais telle action. Mais nous avons un seul objectif. Nous avons un seul objectif. Et on regarde la cadence à laquelle ces actions-là vont être orchestrées. C'est de ça qu'il s'agit.
On met ces éléments ensemble et on regarde à la fin, bon, pour monsieur Séverin, il faut 100 francs, et pour vous, il faut 200, et pour nous, il faut 300. Mais à quel moment il aura besoin de ces 100 francs, vous aurez besoin de ces 200, et moi, j'aurai besoin de 100 francs, par exemple. C'est tout cela que nous sommes en train de... C'est cette orchestration que nous sommes en train de vouloir mettre en place. Il faut mettre ça en place, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais sur le plan pratique, hein, exactement, comment vous entrevoyez cette harmonisation, on va dire, dans la conception du budget? Est-ce que c'est dans un atelier? Est-ce que c'est dans le partage des documents? De façon pratique, comment vous voyez se faire les choses? C'est un sujet de fond, ce que vous venez d'apporter. Il y a, aujourd'hui, quand on parle de développement sérieusement, on doit mettre en œuvre 2 cadres fonctionnels. Le premier cadre, c'est le cadre conceptuel. Le deuxième cadre, c'est le cadre opérationnel. C'est quoi le cadre conceptuel? Le cadre conceptuel, c'est celui qui va permettre de faire des débats philosophiques, anthropologiques, sur nos idéaux, notre culture, pour savoir ce que nous voulons. Le vivre ensemble. Voilà le premier cadre, c'est celui-là. Ensuite, nous aurons le deuxième cadre, qui sera le cadre opérationnel. Je commence par le cadre conceptuel. Le cadre conceptuel permet justement à un débat qui va éclairer la dialectique entre les différents modes de société. Quel est le type de société que nous voulons construire? Quel est le modèle social que nous voulons mettre au Congo? Vous avez des grands pays comme la Suède, le Japon, la France. Ils ont des modèles sociaux qui sont différents. Ils sont tous développés, mais chaque pays a son modèle. Le nôtre, c'est lequel? Vous vivez au Congo depuis des années. Quel est notre modèle social? Vous connaissez? Quel est notre modèle économique? Vous êtes journaliste économiste. C'est lequel? On s'appuie sur des modèles hybrides qui nous sont dictés par des institutions de Bretton Woods, même si je n'ai pas le droit d'y répondre. Donc, on n'a pas un modèle à nous. Il faut un modèle. Le modèle social. Laissons le modèle économique. Prenons le modèle social. Quand on fait les dépenses dites sociales, c'est pour financer quel modèle? On ne sait pas. Nous avons des dépenses bien précises pour prendre en charge des personnes démunies. Oui, mais pour atteindre quel objectif? C'est là qu'il faut d'abord régler comme problématique. Il faut choisir le modèle. Une fois qu'on a choisi le modèle, on va maintenant élaborer des politiques publiques. Une fois qu'on a élaboré les politiques publiques, on cherche des financements. C'est pour cela, la dernière fois, je pense avec vous, je disais, on ne parle pas de la fiscalité. On parle de politique fiscale. Parce qu'une fois que vous avez déterminé le modèle, on élabore maintenant des politiques fiscales pour trouver des financements. Exemple pour le modèle social, la France. La France a un modèle social qui est solidaire. Et comment il les finance? Par la CSG, par les contributions patronales et par l'épargne, le livret A pour financer le logement social. Vous voyez, parce qu'il y a un modèle qui est connu, on cherche maintenant les ressources pour financer ce modèle. Non, ne faites pas comme chez nous, tout le monde parle. Mobilisation de recettes, mobilisation élargie l'assiette, élargie l'assiette. Est-ce que dans un pays où aujourd'hui la précarité est très présente, la pauvreté également, est-ce que le gouvernement aujourd'hui, l'action publique ne devait pas se concentrer pour régler les problèmes en urgence et puis revenir faire la philosophie, l'anthropologie un peu plus tard dans la discussion? Et justement, depuis 1960, on ne règle que les urgences. Depuis 1960. On ne règle que les urgences dans nos États. Ce n'est pas un cas spécifique au Congo. Hein. Nous ne vivons qu'en sur les urgences. Qu'est-ce qui n'est pas urgent au Congo? Dites-moi, qu'est-ce qui n'est pas urgent? Tout est urgent. C'est les grandes réformes que vous proposez. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des autres en ce moment. On peut faire les deux pendant que nous sommes en train de régler les urgences. Et on met en place la réforme. Mais la réforme des finances publiques. Et ce n'est pas une réforme qui va avoir les résultats aujourd'hui. C'est une réforme qui va prendre peut-être 10 ans, 30 ans, 40 ans, voire, pour que nous ayons vraiment des résultats
En Qui- plus, Vous vous connaissez connaissez ceux qui doivent appliquer ces réformes, enfin ceux qui doivent accepter ces réformes d'abord et pouvoir les faire appliquer. Est-ce que là-dessus, il y a une volonté, vous pensez, souvent on est réfractaire aux réformes, hein. Est-ce qu'il y a une volonté quand même de faire avancer les choses si les gens acceptaient votre proposition, votre De approche? toute façon, la mise en place de réformes, on a toujours eu des problèmes parce qu'il y a des gens qui sont réfractaires, ils ne veulent pas de réformes, mais on ne va pas baisser les bras parce que nous savons que pour sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, il faut mener des réformes. D'ailleurs, c'est le point d'ordre du gouvernement. Réforme, réforme, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Et parce que le gouvernement sait que nous n'avons pas d'autre issue que de faire des réformes. Ce n'est pas les urgences. Oui, il y a des urgences, oui, il ne doit pas nous dépasser. Non, il faut continuer à réformer le pays. Il faut réformer le pays en profondeur. Si vous réformez le pays, comme je vous ai dit, à partir du débat, on choisit le modèle, ensuite, et le cadre, je ne vous ai pas répondu tout à l'heure pour le cadre opérationnel. Permettez-moi une seconde pour vous répondre sur le cadre opérationnel. On a un cadre opérationnel qui est issu de la réforme que nous venons de mettre. Ce qu'on appelle le modèle PBS. Hein, planification, programmation, budgétisation et suivi et évaluation. Ce cadre-là, la plupart des pays de la sous-région l'ont adopté. Il met déjà en place une structuration, une articulation de différents éléments. Mais nous, on doit l'adapter, par exemple, chez nous au Congo, parce que je me suis rendu compte, moi personnellement, j'ai même mis dans mon livre, je me suis rendu compte que le modèle PBS ne permet pas d'aller vraiment très très loin, parce qu'il s'arrête au plan national de développement qui est sur 5 ans. Mais la projection sur 5 ans, c'est trop court pour nous, parce que, par exemple, pour financer le PND, l'État a besoin de la ressource qui vient des partenaires, qui vient de l'extérieur, par exemple. Voilà. Mais 5 ans, c'est court. Vous voyez comment ça passe très vite. Donc, il faut une vision prospective. Sur 20 ans ou 25 ans, qui nous permet chaque année. Il y a des parties séquentielles, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Mais on garde la même vision. On va sur la même lancée, puisque je vous ai dit plus haut là-bas, on a le modèle, on élabore la vision prospective. La vision prospective, on élabore maintenant les plans de modernisation du pays. 5 années, 5 années, 5 années, 5 années. Sur 20 ans, vous verrez, si on garde cette cadence-là, vous ne reconnaîtrez plus ce pays-là dans 15 ans, 20 ans. Monsieur Jean d'Arc, est-ce que dans vos différentes publications, on le sent, hein, vous êtes dans un modèle de développement adapté à nos réalités. Mais l'on pourrait bien vous poser la question de savoir, lorsqu'on jette un coup d'œil sur les pays quand même qui essaient de sortir autant que faire se peut du sous-développement, je parle de l'Afrique, prenons le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya. Est-ce que ces pays ont absolument eu besoin des réformes que vous êtes en train de projeter sur 20 ans? Absolument, absolument. Et vous savez, nous, on critique le Congo parce qu'on est les Congolais. Les Ivoiriens critiquent leur pays, les Sud-Africains critiquent leur pays, les Nigériens critiquent leur pays. Ça arrive même aux États-Unis. Voilà, chacun critique parce qu'il y a un besoin. Le problème n'est pas congolais. Le problème, je dirais, il est africain. Le problème, il est africain. Dans tous les pays africains, nous avons quasiment les mêmes réalités. Les mêmes réalités, parfois, quand vous voyagez, parfois vous voyez, mais c'est pas possible. Mais c'est les mêmes réalités, vous voyez, c'est les mêmes difficultés que nous rencontrons dans tous ces pays-là, quasiment. Et moi, je ne veux pas citer les pays, c'est pas parce que vous avez vu un pays à construire un pont qui est lumineux, vous pensez que dans ce pays-là, c'est mieux que chez nous. Non, c'est pas possible. Vous savez, ça fait pas avoir marrer quand j'écoute les gens débattre. Il y a, je sais pas, 10-15 ans, quand on faisait la municipalisation, tout le monde avait les yeux braqués sur le Congo. Parce que le Congo a avancé. Voilà. Je ne voyais pas ces genres de critiques. Tout le monde voyait que le Congo, avec l'aéroport qu'on a construit, la route de Brazzaville-Pointe-Noire, mais nous sommes au moment de crise, les voix se soulèvent, vous dites, bon, tout ne va pas, tout faut refaire. Non, il faut garder le cap. Même s'il y a des difficultés, mais la vie économique, elle est cyclique. Et ça, il faut le savoir. Il y a des moments où vous serez de vaches grasses, et il y a des moments de vaches maigres. Nous traversons une crise qui est profonde
Mais il faut garder la tête haute. Justement, ce moment où il y a des crises qu'il faut continuer à réformer. Pour s'en sortir d'une crise, c'est des réformes. Vous n'avez pas d'autre choix que des réformes. Sinon, vous allez chercher à résoudre des problèmes sur les urgences. Et dans 3 ans, 4 ans, vous reviendrez encore sur des urgences. Vous verrez que, je vous ai dit, depuis 1960, on ne traite que des urgences, des urgences, des urgences. Mais on ne s'en sort pas. Qu'est-ce que vos réformes ont de mieux que celles qui nous sont proposées par les institutions de Bretton Woods? C'est juste parce qu'on ne les met pas en application. Non, ce n'est pas de mieux. Ils n'ont pas proposé ça. Parce que vous avez une approche quand même évolutive Ah qui oui. s'inscrit sur Oui, une non, durée. nos partenaires ne nous ont pas proposé ces réformes-là. Mais les vôtres, je parle des vôtres. Ah oui, mais justement, je vous dis que ce n'est pas mieux que les autres parce que là-bas, ils n'ont pas proposé. Moi, c'est une évolution par rapport à la loi organique. Par rapport à la loi organique, je regardais, nous avons voté une grande réforme. Je regarde que la réforme, pour répondre à votre expression, elle est incomplète parce que justement, il nous manque des points sur lesquels nous ne sommes pas attardés. Notamment, on a fait la réforme sur les finances publiques. Nous n'avons pas réformé la façon de concevoir les politiques publiques. Or, il y a une articulation entre politique publique et finances publiques. Et si vous modifiez que les finances publiques et vous n'avez pas modifié les politiques publiques, on va avoir un problème. Et je suis remonté encore beaucoup plus loin. J'ai dit, mais finalement, je regarde un peu ce que se passe chez les autres. On ne peut pas rester enfermé. Je regarde un peu ce qui se passe chez les autres. Comment est-ce qu'ils ont fait pour se développer? Comment ils ont fait? Comment leur système est structuré? Je reprends encore l'exemple d'un pays que nous connaissons tous, la France. Vous allez en France, vous voyez le système de sécurité sociale, il est bien structuré, il est bien organisé, ils ont des logements sociaux, ils ont des routes bien construites. Et on étudie, on regarde à peu près comment est-ce que ça fonctionne. Et vous regardez comment est-ce que ça fonctionne, vous vous dites, mais on peut l'adapter chez nous au Congo. Moi, je ne fais pas du copier-coller. Je l'adapte au contexte congolais. Je regarde comment est-ce qu'on peut. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé un débat sur nos idéaux, nos cultures, pour adapter ce qu'on a vu chez les autres. On n'invente pas la roue. Hein, ces choses existent partout. On regarde comment est-ce qu'on peut la faisabilité chez nous. De cela que je parle, pardon. Dans les réformes, justement, que vous proposez, le financement des politiques publiques, vous pensez plutôt qu'il faut commencer par la base, c'est-à-dire interroger les prochains ou futurs bénéficiaires des politiques publiques. Est-ce que vous voulez d'une école, d'un centre de santé ou d'une route? Et après, on trouve les financements pour pouvoir financer. Est-ce que dans le processus actuel, dans ce que nous faisons d'habitude, est-ce que vous ne voyez pas que ça peut retarder les choses? Cette discussion-là, ce débat-là à la base. Non, c'est pas exactement ça. Ce dont vous parlez, c'est la mise en agenda. C'est-à-dire, dans la société, on regarde les sujets de préoccupation. Je regarde les sujets de préoccupation. Je prends un exemple, nous avons un sujet qui est préoccupant, c'est sur les bébés noirs. C'est pas seulement, ça ne concerne pas que le gouvernement, ça ne concerne pas que les élites, ça concerne ceux qui sont dans ces quartiers-là. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les pays du monde, quand vous avez un sujet aussi important, on ouvre le débat de ce que nous allons faire. Ils nuisent à la vie des autres, ces jeunes, ils se détruisent aussi eux-mêmes. C'est notre jeunesse. Et qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse-là? Il ne faut pas dire que c'est seulement le problème du gouvernement. C'est de ça que je suis en train de parler. Si vous dites, c'est au gouvernement de s'en occuper, bon, nous, ce n'est pas notre affaire. Non, c'est un problème qui concerne la vie en communauté. Donc, ça nous concerne tous. Si vous avez une idée, proposez. C'est de ça que je parle. Ne dites pas que non, bon, moi, je ne suis pas concerné, ils n'ont qu'à s'occuper de ça. Non, c'est ça la mise en agenda. Et ça émerge, des journalistes prennent un sujet. Vous n'avez peut-être pas le même regard que ceux qui sont en responsabilité. Vous êtes sur le terrain, parfois vous voyez des choses que ceux qui sont en responsabilité ne voient pas. Et vous relevez ce sujet-là. Et c'est ce sujet-là, finalement, on se dit, à un certain moment, le gouvernement dit, oui, mais finalement, ça reprend, tout le monde répète le même problème, il faut qu'on regarde. C'est ça la mise en agenda, tout simplement. Il n'y a pas de conditionnalité, non, c'est ça la mise en agenda. Oui, vous, pour vous citer, vous parlez de l'institutionnalisation de la participation citoyenne à la mise à l'agenda et au cycle des politiques publiques. Alors,
Est-ce que aujourd'hui, de manière, si on tient compte de, de la délégation de pouvoir qui est faite aux collectivités locales, Oui. à travers aussi le Parlement, les députés, est-ce qu'on ne peut pas aussi déjà se dire qu'il y a quand même une espèce de mise en agenda qui se fait? Et j'ai rappelé dans le même texte, j'ai fait référence au texte qui existe justement sur la déconcentration, qui justement parle de ça. Si vous regardez bien mon article, je fais allusion à cela. Je rappelle que l'Assemblée, ou plutôt le Parlement, va continuer toujours à jouer son rôle. C'est dont il s'agit. Là, encore une fois, je suis obligé de prendre l'exemple de ce qui se passe dans les autres pays. Ils ont beaucoup plus d'expérience sur l'Assemblée, le Parlement que nous. Mais n'empêche que sur des grands dossiers, ils ont même ce qu'on appelle le budget citoyen. Ils ont même ce qu'on appelle des budgets Ça, c'est où précisément? En France? Non, au Brésil. Au Brésil? Au Brésil, ils ont ce genre de budget, c'est-à-dire un pourcentage dans les municipalités est réservé aux projets qui sont proposés par les citoyens, pas par les élus. Ça permet aux gens de la cité de s'intéresser à ce qui se passe. Vous savez, il y a toujours, ça c'est pas un problème au Congo, il y a toujours un décalage entre le politique et les citoyens. Vous voyez, dans les autres pays, le taux de participation aux élections essaie de se décroître. Exact. Les gens s'intéressent de moins en moins à la politique. Et justement, c'est une façon pour eux de les ramener. Je dis non, vous aussi, il s'agit de vous. Intéressez-vous de ce qui se passe. Ça n'enlève en rien le rôle des parlementaires. Au contraire, ça renforce le rôle des parlementaires. Je vous dis aujourd'hui, il y a une faiblesse chez nous, c'est la participation de chacun de nous à la construction du pays. On a l'impression que ceux qui doivent prendre des décisions, c'est le président de la République, le gouvernement, les parlementaires, tous les autres, ils ne s'occupent pas, ils attendent. Non, il ne faut pas attendre. Il faut construire ensemble. Un pays, on le construit ensemble. On a besoin de tout le monde. Chacun nous doit mettre la main dans la pâte pour construire ce pays. On ne peut pas croiser les bras, attendre que les autres fassent des erreurs pour dire « Ah, voilà, ils ont échoué. Bon, voilà, ils ont fait des erreurs. » Mais la loi aussi prévoit que chacun peut-être puisse participer à différentes étapes, à différents niveaux, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et puis au niveau de la décentralisation, dans les conseils des villes et tout. Et c'est là où certainement qu'il y a le maillon le plus faible. Est-ce que vous regardez ça quand même, la déconcentration, la décentralisation, tous ces processus prévus depuis les débuts des années 2000 aujourd'hui, qui ne produisent presque pas d'effet? Oui, justement. Est-ce que là, vous regardez aussi de ce côté-là? Oui, parce que la déconcentration chez nous est élaborée sur la base d'une loi. C'est la loi qui aujourd'hui instaure la déconcentration. Mais quelle est la philosophie qui est derrière? C'est ça, c'est ce que je vous dis, il faut qu'il y ait un débat. Qu'est-ce que nous voulons faire de nos départements? Le vrai débat, c'est pas celui-là. Parce que la loi, elle est technique, elle dit, bon voilà, il y a... Mais en profondeur, qu'est-ce que nous voulons faire de nos débats? Moi, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup plus d'habitants, je pense, au village qu'en ville. Et ça a tout changé. Voilà, ils ont tous migré. Et donc, il faut avoir une politique qui permet justement de regarder tous ces aspects-là. En ce moment-là, la déconcentration devient l'outil de mise en œuvre de cette politique. Alors, la mise en agenda des politiques publiques telles que vous l'exprimez à travers vos différentes publications exige la mobilisation de moyens financiers. Alors, je voudrais qu'on aborde un tout petit peu avec vous l'approche qui est la vôtre en matière de politique fiscale. Pour moi, la politique fiscale, c'est un outil qui vient pour renforcer ce qui a été retenu dans des politiques publiques. C'est-à-dire, une fois qu'une politique publique est élaborée, les politiques fiscales viennent pour financer des activités retenues, des actions retenues. Et tout à l'heure, je parlais du modèle. Une fois que le modèle est retenu, tout ce que nous faisons, c'est pour regarder comment est-ce qu'atteindre les objectifs qui sont retenus dans ce modèle. La politique fiscale, c'est trois choses, j'ai toujours dit, ou plutôt essentiellement trois choses. La première, c'est la mobilisation de ressources.
La deuxième chose, justement, c'est pour la redistribution. Et la troisième chose, pour inciter les investissements du privé. Vous voyez le fondement de la politique fiscale. C'est différent de la fiscalité. Et parce que aujourd'hui, nous avons parfois des difficultés entre ce qu'on donne comme exonération aux entreprises et ce qui reste dans la caisse de l'État. Et parce qu'il n'y a pas une cohérence dans la politique fiscale, justement. Est-ce que dans les réformes justement que vous proposez, dans les incivilités que vous citez, la corruption et d'autres passe-doigts, est-ce que là-dedans vous prévoyez des mécanismes pour mettre fin à cela? C'est-à-dire que on indexe beaucoup plus l'impunité, le laisser aller. Est-ce que là-dedans, dans les réformes que vous proposez, vous mettez quand même des mécanismes pour arrêter le phénomène? Parce que les comportements changent et évoluent. Oui, alors, la corruption, c'est un facteur aggravant. Le principal, c'est pas ça. Maintenant, pour répondre à votre question, nous avons plusieurs organismes qui existent dans le pays. En ce qui concerne la LOLF, vous avez la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. Les textes sont clairs. Les textes sont clairs. Vous avez la haute autorité, la lutte contre la corruption. Voilà. Les textes là-bas aussi sont clairs. Est-ce que dans les réformes, on ne peut pas renforcer par rapport à la réalité? On voit que ces institutions, malgré l'existence des textes, n'abordent pas vraiment les vrais problèmes, ou bien s'arrêtent juste à faire des rapports. Non, est-ce qu'il faut renforcer? Il faut d'abord essayer de les mettre en mouvement. Essayer de faire des tests qui soient d'abord fonctionnels. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas évident pour chacun de nous. Je vous ai dit, tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a des gens ici, quand vous parlez de réforme, ils ne veulent pas. Ils sont capables d'arrêter une réforme. Parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. Vous savez, dans une famille, vous êtes tous le même père, mais chacun de vous a ses comptes. Voilà. Nous sommes une famille. Dans une famille, on regarde comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre tel ou tel problème. On ne peut pas baisser les bras face à la corruption. Mais on ne va pas non plus dire on ne va plus réformer parce qu'il y a la corruption au Congo. Il faut avancer au fur et à mesure, parce qu'aujourd'hui, de nombreuses fraudes qui existent aujourd'hui, c'est justement le fait que ce n'est pas dématérialisé. Et donc, il y a de grands projets qui sont lancés justement pour dématérialiser. Les choses se font. Mais comme je vous ai dit, les résultats sont parfois un peu longs à apercevoir. Mais les choses se font, la dématérialisation en mouvement chez nous. Voilà. Ce sont tous ces éléments-là qui vont contribuer justement à lutter contre la corruption. Aujourd'hui, vous savez, il y a encore aujourd'hui, dans notre pays, il y a des gens qui touchent par exemple des salaires encore à la main. Vous voyez, c'est un peu... Et tout ça, c'est les incitations à la corruption. Dans les pays développés, mais par exemple, vous voyez, les achats. On ne peut plus acheter à partir d'un certain moment. Tout ça, c'est pour lutter contre la corruption. Même chez eux, ils continuent à lutter. Donc, nous, on a pris le pas. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais on ne peut pas baisser les bras. Les réformes sont en cours, mais on parlait tout à l'heure de la politique fiscale, et là, un pilier majeur, c'est la redistribution. Nombreux qui contribuent dans les paiements, des impôts, des douanes et tout ça. Après, au retour, À travers le budget. il n'y a pas, il y a beaucoup de plaintes quand même, qui ne reçoivent rien dans la redistribution, justement. De qui? La résistance du... Les usagers, ceux qui payent. Oui. L'impôt, justement, Oui. c'est la contrepartie. Ah oui. Beaucoup de plaintes, En fait, quand même. la question de mon collègue nous permet d'aborder justement l'aspect budgétaire. Oui. Voilà, en rapport avec toute votre... La redistribution, je vais essayer de bien poser les choses. La redistribution dépend du modèle social que vous avez choisi. Selon que vous êtes aux États-Unis, selon que vous êtes en France, selon que vous êtes au Japon, ce n'est pas le même modèle. C'est de cela d'abord. Moi, si vous me demandez par exemple de trouver la ressource pour redistribuer, en tant que budgétaire, je peux vous trouver. Mais ça sera toujours faire face aux urgences. Nous avons aujourd'hui quelques mécanismes qui existent ou qui existaient, l'Isungi. Le projet Lusingi.
ces choses existent. Financé par la Banque mondiale. Voilà, ces choses, il y a un certain nombre de choses. Dans le budget de l'État, ça existe. Mais ça ne peut pas être le modèle. Il faut choisir le modèle, il faut déterminer le modèle, il faut définir le modèle. À partir du modèle, on trouve les financements. On a construit une vraie politique sociale. C'est ça la redistribution. Je suis peut-être déformé, mais moi, je ne conçois pas. Et que mettre les crédits dans un budget, alors que je n'ai pas un modèle, je n'ai pas une politique qui va avec. Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était un programme. Un programme met en œuvre des actions, ou plus d'actions, afférentes à une politique publique. Et il y a des crédits qui vont avec. Si la politique publique ne permet pas de faire la redistribution, vous allez faire des inscriptions budgétaires, ça ne servira pas à grand-chose. Et je vous dis que l'État dépense beaucoup d'argent en ce qui concerne les politiques sociales, la solidarité, beaucoup énorme d'argent. Et c'est cet argent-là que je voudrais qu'on oriente vers un modèle que nous avons choisi. Et on prend ces ressources-là pour bien définir. Mais on n'est pas loin de la solidarité. Vous pouvez le modèle solidarité, vous le constatez quand même dans le pays. On est toujours un peu proche. Même les pensions des retraites sont toujours payées par ces modèles. C'est vrai, peut-être pas clairement défini, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas proclamé, il n'y a pas eu un débat, mais on est quand même plus proche de... Si vous me dites qu'on a un modèle qui est prédéfini, en ce moment-là, moi, je vous dis, bon, on va maintenant vers le débat fiscal. Comment est-ce qu'on finance le modèle? Voilà. Et le modèle congolais est financé comment? Comment il est financé? Il est financé comment? On ne sait pas. C'est de ça que nous sommes en train de... On peut s'endetter. On est dans un pays où on peut contracter des grosses dettes pour payer les salaires, hein, pour soutenir, pour assister, on va dire, ceux qui travaillent. Malheureusement, c'est hybride. Non, parce que l'assistance, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut choisir le modèle. Ça coûte énormément cher. Si on est d'accord, en ce moment-là, on va demander à chacun de nous. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des gens qui payent, qui ne payent pas. Le vrai débat, si on voulait parler de la fiscalité, le vrai débat fiscal qu'on doit avoir au Congo, c'est l'impôt sur les revenus. Si vous trouvez le modèle, je vous pose le problème maintenant sur l'impôt sur le revenu. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas aller m'engager sur un débat sur l'impôt sur le revenu parce que je me dis, même si vous avez les ressources, vous allez dépenser pour des modèles qui ne sont pas viables. Est-ce que c'est fait exprès? Oh non, ou bien on se cherche toujours? Oh non, on se cherche. Vous savez, le 15 août prochain, fêter le 65e anniversaire de notre pays. Pour les humains, c'est beaucoup, mais pour un État, c'est jeune. C'est jeune. Vous savez, aujourd'hui, il coexiste au Congo, ou cohabite au Congo, 3 générations. La première génération, c'est ceux qui sont nés sous le joug de la colonisation, que moi j'appelle affectueusement les martyrs de la République. Ce sont nos anciens qui sont encore là et qui ont subi l'humiliation. Et vous avez une autre génération, ceux qui sont nés après les indépendances. C'est des jeunes avec beaucoup d'enthousiasme dans un pays libre. Et vous avez une 3e génération, c'est ceux qui sont nés après la guerre de 1997. Vous voyez, il y a 3 générations. Mais chacune de ces générations a des ambitions, a ses blessures, a ses préoccupations. Et donc, le fond du problème aujourd'hui, c'est de voir comment on doit construire de vivre ensemble. Entre les 3, comment on fait pour vivre ensemble? Il faut le bâtir. C'est pour ça que je reviens toujours à ce débat. Il faut ce débat. Parce que unité, travail, progrès, ça ne définit pas tout. C'est bien, mais ça ne définit pas tout. Est-ce que l'unité, pour celui qui de la première génération et la 2e et 3e génération, c'est la même chose? Est-ce que le progrès pour la première et 2e génération, c'est la même chose? Et c'est parfois des sujets qui sont contradictoires. C'est pour ça qu'on a besoin de la dialectique, justement, pour éclairer tout ce débat-là. Il faut l'éclairer, il faut le débattre. Surtout, là, vraiment, c'est une touche personnelle que je voudrais. Vous avez remarqué que toute cette génération-là, petit à petit, sont en train de partir. Et si le débat n'a pas lieu maintenant, nous aurons du mal. Après. Ah oui, bien sûr, parce que ceux qui ont vécu ce moment-là ne seront plus là. Et nous aurons du mal à poser ce débat. C'est maintenant qu'il faut qu'il y ait ce débat-là. Alors,
Est-ce qu'on ne peut pas vous faire aussi le reproche d'avoir une conception de développement adaptée, c'est-à-dire celle du Congo, mais qui n'est pas dans une concordance de mondialisation, de globalisation. Nous appartenons à des sous-ensembles économiques, nous sommes sous ajustement structurel de manière constante des institutions de Bretton Woods. Alors, comment est-ce qu'on va définir notre modèle de développement dans ce contexte? Non, il n'est pas en contradiction. Ou justement, nous sommes plutôt, aussi, on sera plutôt en avance. Ça ne s'est pas en contradiction avec ce que disent les partenaires. Au contraire, on est en avance. La LOLF met une limite. Moi, ce que je propose, c'est d'aller au-delà. Je ne suis pas en contradiction avec ce qui est écrit. Donc, vous voulez un saut qualitatif? Oui, mais d'ailleurs, dans le bouquin, je l'ai dit, c'est pas en contradiction. Tout est écrit, tout ce que je vous dis, c'est écrit dans le bouquin. Hein. Voilà, par exemple, ici, vous voyez le modèle là. Ça, c'est le modèle qui est proposé dans la zone CEMA, le modèle PBS. Et moi, ce que je demande, il y ait un autre modèle. Alors, je l'ai noté ici, excusez-moi. Voilà, je propose un modèle qui va au-delà. C'est pas en contradiction. Je pars du modèle existant, je fais avancer les choses. Et au lieu de partir sur 5 ans, moi je dis on part sur 20 ans. Et au lieu que chaque ministère élabore les politiques dans son coin, je parle de l'approche holistique. On met ensemble et on avance. Comme ça, au moins, puisqu'on n'a pas beaucoup de ressources, on voit à peu près comment est-ce que l'on va s'organiser. Dans les autres pays, on appelle ça des grandes politiques. Voilà, ce sont de grandes politiques. Mais vous prenez un très bel exemple. En France, vous savez comment ils ont fait par rapport à la LOLF. Nous, on n'a pas retenu cette approche-là. Ils ont en haut ce qu'on appelle des missions. La mission, c'est là où passe tout ce qui concerne la transversalité. Donc, vous avez mission, programme, action. Nous, ce que nous avons fait programme, action. On n'a pas pris la partie transversale. J'ai dit ceci, comme nous n'avons pas pris la partie transversale, au lieu d'aller encore refaire les textes, on prend ce qui existe dans notre Constitution pour combler ce déficit de transversalité. Voilà, c'est ça, je ne suis pas en contradiction, au contraire, nous sommes en avance. Mais quoi de plus normal d'avoir un modèle de développement? Quoi de plus normal d'avoir un modèle social? Justement, ça oriente les dépenses publiques. Mais on parle de l'efficacité de la dépense publique. L'efficacité ne peut venir que lorsque vous avez ces instruments-là, le cadre conceptuel est bien établi. Il faut que le cadre conceptuel soit bien établi, bien défini. Et le reste suit. Mais quelle est votre analyse personnelle, puisqu'on parle de tout ça, du PND qui a suscité, qui a nécessité beaucoup d'énergie dans sa mise en place? Peut-être après, il faut aller chercher de l'argent, mais quand même, il y a eu une certaine participation populaire, élitiste et politique pour aller vers le PND. Mais on a du mal à l'exécuter ou à le mettre en œuvre. Alors, je pense que le débat, la critique du PND ne devrait pas être. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons parfois la mémoire courte. Nous sortions de la crise du Covid. Le gouvernement avait le choix, soit de faire un PND, soit de ne pas faire. Mais ils ont pris le courage d'élaborer un PND, dans un contexte qui était difficile, connu de tous d'ailleurs. Et donc on a élaboré le PND. Sachant que le précédent, c'était un échec aussi. Non, ce n'était pas l'échec, on était pendant la période de Covid. Vous avez oublié la période de Covid. C'est pour ça que je dis, nous, on a la mémoire courte. On a oublié la Covid. La Covid nous a perturbés. La Covid a perturbé. Vous savez, nous sommes une économie qui dépend du pétrole. Et pendant cette crise-là, nous avons subi. Heureusement que les Congolais sont résilients. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons un cadre de référence. Un pays doit avoir un cadre de référence. Le cadre de référence existe. Maintenant, pour ce qui concerne les résultats, jusqu'aujourd'hui, on subit toujours la crise de la Covid. On n'est pas encore sorti. On n'a pas pu mobiliser le minimum de ressources pour avancer sur le PND. Non, il y a des avancées. Il y a des avancées, peut-être comme
pas comme on l'aurait voulu, mais il y a des avancées, mais c'est un contexte difficile. Parce que c'est ça les réformes dont vous parlez. Le PND aussi, c'est un cadre justement pour avancer, mais personne ne veut y aller parfois, ou bien c'est très difficile aussi. Non, non, c'est difficile la mobilisation de ressources actuellement. La mobilisation de ressources actuellement, et nous sommes dans un contexte de crise. J'ai vu le ministre des Finances à la télé il y a 2 ou 3 jours qui rappelle, nous sommes dans un contexte de crise. La crise ne sort pas. Nous ne sommes pas dans des pays développés où ils ont des ressources énormes. Ils ont la capacité de mobilisation de ressources qui sont énormes. Nous dépendons du pétrole. Et vous voyez, depuis ces années, le pétrole, nous n'avons pas rattrapé le cours du baril des années 2012. Aujourd'hui, le cours est toujours, voilà, très exactement. Et donc, puisque nous ne dépendons que de cette ressource-là, vous voyez, vous me rejoignez. La raison pour laquelle je demande qu'on mette en place ces réformes. Et justement, pour sortir de cette dépendance, voyez-vous, nous avons 10 millions d'hectares de terres arables. Et ça correspond à 100 km², c'est-à-dire à peu près la superficie du Portugal. Vous voyez? Donc, on a beaucoup, beaucoup de défis à relever. Mais si on n'a pas un cadre conceptuel, je vous dis, même si on nous donnait des milliards ici, on va justement répondre aux urgences, juste à consommer des milliards. Et puis, on repart à la case de départ. Donc, il faut réformer. Il faut mettre en place le cadre conceptuel, le cadre sur lequel nous tous, nous allons nous référer. C'est-à-dire, quand vous faites une inscription budgétaire, vous savez que l'inscription budgétaire, c'est pour aller financer le modèle social que nous avons retenu là-bas. Quand on élabore une politique publique, la politique publique, c'est pour aller répondre à ce que nous avons retenu là-bas. Par exemple, une politique de logement. C'est parce que nous avons décidé que, par exemple, chaque Congolais doit pouvoir, par rapport à un certain niveau, je donne un exemple, chaque Congolais, on peut dire, chaque Congolais, ou plutôt les Congolais qui ont 100 000 francs de revenus, ont droit à un logement. Bah, c'est une orientation, on a construit comme ça, et on trouve les financements pour le faire. En ce moment, les gens ne seront surpris. Si on vous demande de payer plus d'impôts par rapport à ce que vous gagnez, vous savez que le modèle, on avait tous voté ce modèle-là. Si on demande à moi de payer beaucoup plus, je dis bon, c'était pour soutenir la politique sociale. On crée une fiscalité, par exemple, pour soutenir ce modèle. Mais quand vous allez un peu comme ça, parce qu'il y a une urgence, vous prenez la ressource, vous mettez... Et vous voyez, vous êtes toujours sous pression. Raison pour laquelle, vous voyez, aujourd'hui, quand la gestion publique est basée sur la trésorerie, forcément, vous aurez des problèmes. Forcément, vous aurez des problèmes. Parce que ça occulte les politiques publiques. Que la trésorerie. Vous voyez, les sujets qui font débat chez nous aujourd'hui, ce sont sur le trésor, Mais ce n'est pas une fin en soi, le trésor. Vous allez dans les autres pays qui parlent de trésor. C'est une banque. Merci Jean-Darc Donyama Mokoko pour cette invite à nous projeter vers le futur, mais en même temps à tenir compte qu'on peut déjà régler certains problèmes tout en se projetant dans une vingtaine d'années, pourquoi pas, afin d'avoir une base solide. Nous sommes très heureux d'avoir été des vôtres ce matin et votre abondance de littérature économique sert justement des guillons pour ceux qui veulent davantage mieux comprendre le monde et comment est-ce que vous redessinez un tout petit peu la carte économique et financière du Congo. Merci pour vos brillantes contributions. Nous vous suivons. Vous nous avez promis une autre publication. On sera tout yeux pour justement aussi en prendre connaissance. Arsène Sévérin, mon excellent confrère qui m'a accompagné sur ce plateau dans le cadre de cette interview, eh ben, je vous prie de suivre la diffusion sur Canal Fuseau Diffusion, qui est la chaîne de Arsène Sévérin, avec son émission Fétiche Poker qui passe tous les jeudis à 21h, c'est ça? Et donc moi aussi sur ma chaîne YouTube, Web TV Alphonse Ndongo TV, eh ben, vous pourrez suivre de long en large l'interview qu'a bien voulu nous accorder Monsieur Jean-Darc Donyama Mokoko. Je vous rappelle que c'est un expert financier, c'est-à-dire économiste, financier, planificateur. Merci. Point final, je m'arrête là. Merci. À très bientôt.